Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir, c'est le quart d'heure thématique et nous allons sortir justement de la logique des marchés boursiers, liquides, cotés pour évoquer le vaste univers du non-coté. On en parle depuis quelques années maintenant et de plus en plus dans cette émission. Nous en parlons avec les équipes de Cedrus & Partners, son directeur général à mes côtés, Sébastien Roca. Bonsoir Sébastien. Bonsoir Grégoire. Merci beaucoup d'être avec nous. Cedrus & Partners, vous construisez depuis 15 ans maintenant des portefeuilles, des solutions d'investissement, notamment dans cet univers d'actifs non cotés pour le compte de vos clients et de vos grands investisseurs. Sébastien, l'occasion de rappeler un petit peu ce qui fait la force du non coté aujourd'hui et pourquoi est-ce qu'on en parle autant dans une émission comme Smart Bourse. Ça fait peut-être 4 ans maintenant que j'ai des rendez-vous réguliers avec des investisseurs ou des gestionnaires d'actifs non cotés. On a tous compris qu'il y avait un vent de démocratisation de ces actifs privés ou de ces actifs non cotés. Sébastien, pour quelles raisons et quels sont les drivers de ce mouvement industriel de démocratisation des actifs non cotés? C'est vrai qu'on en parle depuis plusieurs années. Il y a des initiatives, notamment de l'État, qui viennent renforcer justement cette volonté de flécher l'argent, pas que des institutionnels, mais aussi des particuliers, avec la loi Industrie Verte, qui est rentrée en vigueur au mois d'octobre dernier, en 2024. Et donc notamment, cette loi Industrie Verte, elle devrait rediriger à peu près 67 milliards d'euros vers les marchés non cotés pour financer la transition écologique d'ici 2030. Donc c'est quand même beaucoup de flux qu'on n'avait pas par le passé. Et c'est vrai que l'État a cette capacité justement de rediriger des capitaux. Donc ça, c'est un des points qui vient justement soutenir ce marché. Et après, pourquoi c'est intéressant d'avoir du private equity dans un portefeuille? Nous, c'est vrai, comme vous disiez, on conseille des grandes fortunes européennes dans leur allocation d'actifs. Vous étiez dans une émission avant, vous parliez des marchés cotés. On fait des marchés cotés, mais on fait aussi du marché non coté. Et les marchés non cotés, c'est justement ces grandes fortunes européennes, elles ont en moyenne à peu près un tiers de leur portefeuille qui est investi sur les marchés non cotés, alors que les particuliers en ont moins de 1%. Ouais. Donc on voit que, voilà, on en parle beaucoup, mais il reste beaucoup à faire encore. Et pourquoi c'est intéressant? Souvent, on explique ça avec les 3 S chez Cedrus. Le premier S, c'est la surperformance. C'est vrai que le particulier, il faut aussi lui parler de performance. Donc, si on regarde, par exemple, sur les 10 dernières années, qui était un cycle plutôt porteur, ouais, les marchés non cotés, notamment le private equity, a surperformé les marchés cotés de l'ordre de 7% par an. Donc 7% par an sur 10 ans, ça fait 70% de plus de performance. Donc ça, c'est le premier S, surperformance. Deuxième S, c'est la stabilité. Les marchés non cotés ont des fréquences de valorisation qui sont plus éloignées. Souvent, c'est trimestriel, alors que les marchés cotés, c'est toutes les secondes. Ouais. Donc en fait, par construction dans un portefeuille, de mettre du non-coté, ça va réduire la volatilité de votre portefeuille. Donc typiquement, si on prend des marchés cotés, c'est à peu près 20% de volatilité. Le private equity, c'est 14%. Donc par construction, tout de suite, il y aura moins de volatilité, ça sera plus stable. Et le troisième S, c'est aussi société de demain. Société de demain, ça veut dire financer l'économie réelle, parce que si on prend l'exemple de la France, par exemple, 99,9% des entreprises ne sont pas cotées en bourse. Ouais. Ça fait 4 millions d'entreprises, seulement 800 sont cotées en bourse. Donc si vous voulez financer l'économie réelle, il faut passer par ce marché-là. Bon. Qu'est-ce qui change là dans ce... Vous êtes référé au précédent cycle, donc de 10 ans, donc on va dire que c'est 2013-2023, c'est ça l'idée oui, de ce cycle précédent. Qu'est-ce qui a changé à partir de 2023 ou de 2022? Je ne sais pas comment vous datez les choses. On sait que depuis notamment la violence du resserrement monétaire à partir de 2022, les situations, les équilibres ont changé sur ces marchés-là. Et j'imagine que 23-24, enfin c'est pas j'imagine, on l'a décrit ici, ont été des années beaucoup plus compliquées. Est-ce qu'on voit les choses s'améliorer en 2025? De quelle manière? Et puis on parlera évidemment de la manière d'en profiter, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui va changer là en 2025? Ben c'est sûr que quand on voit la forte hausse des taux, ça montre qu'en fait dans le marché du non-coté, déjà il ne faut pas se concentrer que sur le private equity, il faut regarder ça dans son ensemble. Ouais. Donc quand on dit marché non-coté, c'est private equity. On en parle souvent du capital investissement du LBO, mais il y a aussi les entreprises qui sont le venture capital, donc qui ne sont pas encore rentables, ouais, le gros, tout ça. Mais il y a aussi les infrastructures. Donc les infrastructures, ça va être réseau de fibres, data center, des autoroutes, des aéroports. Ça va être aussi la dette privée. Donc plutôt que rentrer au capital, on va venir prêter de l'argent à des entreprises qui ne sont pas cotées en bourse. Et l'immobilier. Donc l'immobilier, ça va être acheter des immeubles, les restructurer et les revendre. Donc ça, c'est l'univers du non-coté au sens large. Et donc quand on voit que cette hausse des taux brutale, elle vient un petit peu rebattre les cartes. Des stratégies qui marchaient très bien le dernier cycle vont être moins performantes le prochain. Et donc c'est pertinent justement de se dire, ok, parmi toutes ces classes d'actifs,
quels vont être les meilleurs pour le prochain cycle. Ouais. Donc c'est déjà, voilà, il faut être capable justement de naviguer dans tout ça. Il y a des stratégies qui sont peut-être moins adaptées avec le niveau de taux d'intérêt qu'on a aujourd'hui, mais d'autres stratégies vont être beaucoup plus favorisées par le niveau des taux d'intérêt, justement. C'est ça. Exactement. En fait, il y a un chiffre qui peut être intéressant. Sur le dernier cycle notamment, si on regarde la création de valeur, il y a à peu près 45% de la création de valeur qui s'explique par l'expansion des multiples. Donc c'est-à-dire que les actifs étaient de plus en plus chers et juste le fait que le prix augmente, ça crée de la performance. Et ça, c'était justement la baisse des taux. C'est ça. Dans le nouveau cycle, si on prend les mêmes types de stratégies, qui utilisaient beaucoup de dettes, en fait, on créera moins de valeur. On créera beaucoup moins de valeur. Donc en fait, et l'autre vecteur de création de valeur, c'est la croissance des revenus. Comment une entreprise, de façon organique ou avec l'acquisition de concurrents, peut créer de la valeur. Et donc c'est sur ça qu'il faut qu'on se concentre dans le prochain cycle. Quelque chose de beaucoup plus fondamental comme approche. Plus fondamental, exactement. Et donc quand on construit des portefeuilles, en fait, on va regarder ce qu'on appelle nous deux briques. La première, c'est quelles sont les histoires de long terme. Et donc histoire de long terme, ça peut être du prêt équité dans la santé, ça peut être des infrastructures, ça peut être du prêt équité dans la décarbonation des industries. Ça, c'est typiquement qu'il y a tellement de visibilité que justement la partie création de la croissance de la valeur, elle va fonctionner. Donc ça c'est des choses qu'il faut être capable de sélectionner et d'y rester plutôt long terme. Mais il y a aussi des opportunités liées au cycle de marché. Oui. Et donc c'est ça qui peut être intéressant pour 2025. En tout cas, nous, ça va être nos convictions. Des stratégies qui vont permettre de dynamiser la performance, d'avoir une performance qui va se matérialiser plus rapidement. Et donc ça, il y en a quelques-unes. On peut parler du prêt équité secondaire. Il faut expliquer un peu, Sébastien, bien sûr. Un exemple qui peut être parlant, si vous êtes propriétaire d'un appartement, donc souvent l'immobilier ça parle un peu plus, vous êtes propriétaire d'un appartement, vous avez un prêt relais. Ce prêt relais, dans 3 mois, il faut que vous le remboursiez à la banque. Sauf que le prix, il a un petit peu baissé, ça vous embête, mais finalement, votre appartement, il vaut 100. Quelqu'un qui vous dit, tiens, je te le rachète 80, mais au moins tu peux rembourser ta dette. Mais c'est ça du secondaire. C'est-à-dire que je te le revends un actif qui vaut 100, mais je te le vends moins cher parce avec que une décote. Tu as besoin de liquidité à un moment donné. Et ça, aujourd'hui, comme avec la hausse des taux, mais les participations mettent plus de temps à sortir dans les portefeuilles, les investisseurs, ils ont besoin qu'on leur apporte de la liquidité pour faire tourner les positions et tout ça. Ça, c'est une super opportunité. Je rappelle, la base de l'investissement et du private equity, c'est la rotation du capital. Alors, c'est des tunnels de plusieurs années sur lesquels on s'engage, mais le capital, à un moment, doit tourner. Soit revenir dans les poches des partenaires des LPs, soit retourner s'investir effectivement dans d'autres entreprises. Mais justement, là, si on regarde les investisseurs institutionnels, depuis la hausse des taux, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu quand même une baisse des valorisations. Donc les fonds d'investissement de private equity, ils gardent les positions en portefeuille. Ils se disent, attends, on va attendre que la baisse s'arrête un petit peu ou que ça reparte à la hausse. Donc du coup, comme les positions sont gardées en portefeuille, les LP, donc les investisseurs institutionnels, ont moins de distribution. Et du coup, comme ils ont moins de distribution, ils peuvent moins réinvestir. Et s'ils investissent moins, le fonds de private equity qui voulait lever un certain montant, il va lever moins d'argent. C'est vrai qu'aujourd'hui, ce marché, il s'est un petit peu crispé, mais si justement on regarde ça dans son ensemble, qu'on se dit pas je fais que du private equity LBO qui utilise de la dette, en fait on peut venir justement continuer à garder le même niveau de performance, mais il faut être capable de trouver les bonnes classes d'actifs et les assembler entre elles. Et donc sur la partie opportunité, je parle justement de private equity secondaire. Un autre qui est intéressant, ça va être la dette distress, donc la dette privée. Pourquoi c'est intéressant ? Parce que 80% des entreprises qui sont notées high yield vont devoir se refinancer d'ici 3 à 4 ans. Il y a un mur qui arrive. Il y a un mur qui arrive. Alors, on en parle souvent. Ce mur, les banques, par le passé, elles finançaient à 0 ou à 1%. Aujourd'hui, elles vont moins pouvoir financer. Donc des fonds de dette privée qui vont apporter des capitaux transitoires dans les entreprises qui sont saines mais qui ont besoin de cet argent, là, il y a des super opportunités. Donc ça, c'est quelque chose, typiquement, qui va venir compléter des allocations. Et un dernier exemple, ça peut être des co-investissements. Donc, ce qui est intéressant sur ça, c'est qu'un fonds de private equity a acheté peut-être une entreprise il y a 3-4 ans. Donc, elle connaît cette entreprise. Elle sait que ils sont en train de créer de la valeur avec cette entreprise. Par contre, ils veulent acheter un concurrent. Sauf qu'ils n'ont plus de liquidité parce qu'ils ont levé l'argent. Mobiliser leur capital. Ils ont déjà mobilisé le capital. Et donc, ils vont voir un fonds de co-investissement et ils disent cette boîte, je la connais super bien. Je sais qu'on va faire x2, x3, x4, mais il faudrait que tu m'apportes un peu de capitaux. Et donc là, un fonds de co-investissement, ça c'est intéressant. Pourquoi ? Parce qu'il vient se mettre en milieu de vie. Et comme c'est en milieu de vie, la durée d'investissement va être plus courte. Du coup, on va créer de la performance plus tôt. On n'est pas au même stade de la création de valeur. Exactement. On n'est pas dans la même échelle. Et donc, c'est pour ça que nous, on aime bien construire des choses, opportunités de cycle qui vont avoir des retours rapides. Parce que dans le long côté, ce que vous disiez, il faut quand même recycler le capital. Et aussi des choses où on a très bonne visibilité sur le long terme. On sait que on dort sur ses deux oreilles. Et donc, mixer les deux,
Ça permet de passer les cycles en fait. C'est ça, pour préciser un petit peu ce point-là, quand on s'adresse effectivement à des clients, des grandes fortunes ou des moins grandes fortunes, puisque c'est aussi l'idée de cette démocratisation, qu'est-ce que vous recommandez dans une allocation? C'est-à-dire, vous dites les particuliers sont à 1% ou moins, contre 30% pour les grandes fortunes. Jusqu'où un particulier peut aller? Comment est-ce qu'il organise sa poche non cotée pour dormir tranquillement? Sébastien, c'est quoi les grands axes que vous pouvez recommander de ce point de vue-là? Les grands axes, c'est que déjà, il y a davantage de solutions qui sont disponibles dans le marché. Ça, oui. Voilà, donc ça, c'est... Ouais. Il peut demander à son banquier, à son conseiller en gestion de patrimoine, j'aimerais avoir du private equity ou du non-coté, parce que c'est pertinent d'avoir au moins une dizaine de pourcents. Voilà. D'avoir au moins 10% dans son portefeuille, c'est totalement pertinent. Et donc, du coup, demander à son CGP, quelles sont les solutions que tu as référencées. Ce que je trouve intéressant, c'est des solutions qui sont diversifiées, qui vont venir mixer de la dette privée, du private equity, des infrastructures, parce que ça, justement, on fait le travail d'allocation pour le particulier. C'est difficile pour le particulier de dire, je vais mettre du venture capital, puis je vais mettre de la dette privée. Et en plus, il faut avoir le bon fonds au bon moment, alors que là... Puis c'est pas des boîtes qu'on connaît forcément. Autant dans un fonds large cap Europe, on connaît à peu près toutes les sociétés, autant là, il y a un vrai travail d'expertise, de terrain qui est important. En fait, il y a un double travail, un travail d'allocation des bonnes classes actives, et un travail de sélection des bons gérants. Parce que typiquement, en private equity, on parle souvent du premier quartile. Le premier quartile, ça va être les 25% les plus performants. Si on ne prend pas le premier quartile, la différence avec à peu près la moyenne de marché, c'est 5% de performance. Donc, énorme dispersion de performance dans cet univers des gérants d'actifs non cotés. Alors que dans les marchés cotés, beaucoup plus faible. Plus homogène. Beaucoup plus homogène, parce qu'en fait, le terrain de jeu dans les marchés cotés, c'est le même. C'est en France, 800 entreprises. Dans le marché non coté, une fois que vous êtes investisseur, c'est vous qui êtes investisseur tout seul. Donc vous vous trompez, vous avez faux. Par contre, vous réussissez tout seul par rapport aux autres. Merci beaucoup Sébastien, merci Avec d'être plaisir. venu parler de cet univers, ces segments de marché dans le non-coté. Effectivement, c'est un univers très riche de ce point de vue-là, aux côtés, en parallèle des marchés liquides traditionnels. Sébastien Rocca, directeur général de Cedruson Partners, était l'invité de ce dernier quart d'heure de Smart Bourse ce soir. Merci.